Bonjour à tous, donc je suis le docteur Fabienne Bouzon, je suis praticien hospitalier au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Besançon ainsi qu'au CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté. Lors de la 10e rencontre en oncogériatrie, onco-BFC à Besançon, nous avons été sollicités pour faire un focus sur la vaccination dans cette population donc gériatrique et oncologique. Juste un petit plan de présentation. On va rappeler quelques données d'immunogénicité, la problématique dans cette population qui additionne non seulement le vieillissement et l'immunosénescence immunitaire et la problématique de traitement immunosuppresseur, les recommandations que l'on a, ce qu'on peut faire en pratique et une petite conclusion. Juste un point concernant le mécanisme immunitaire. Que se passe-t-il dans notre organisme quand on est confronté à un phénomène infectieux ou un agent infectieux? On va avoir ce qu'on appelle notre immunité innée, c'est-à-dire nos petits soldats de défense, notre première ligne de défense, qui vont essayer déjà de nous défendre, d'attaquer l'agent en cause et de faire une reconnaissance générale, ce qui n'empêche pas en général de faire la maladie, qui ensuite va être soumise à une immunité adaptative, c'est notre deuxième ligne de défense, avec une reconnaissance bien spécifique et qui normalement entraîne la guérison, et qui permet lors d'une réinfection de stimuler cette mémoire immunitaire ou immunologique qui va entraîner une réponse secondaire efficace contre l'antigène spécifique et qui permettra de ne pas avoir la maladie. Donc le but et les grands principes de la vaccination, ça va être de recréer cette cascade d'événements en induisant les mêmes réponses immunitaires que lors de l'infection naturelle, en essayant d'introduire une préparation antigénique dérivée ou proche de l'agent infectieux. Le but étant d'exploiter la mémoire du système immunitaire et sa réactivité plus grande lors d'un contact ultérieur avec l'agent infectieux, et de développer une protection active spécifique vis-à-vis d'un agent infectieux avant toute exposition. On va utiliser les ressources naturelles de l'immunité anti-infectieuse. On aura donc une efficacité en matière de prévention directe. On va protéger l'individu vacciné et probablement une protection aussi indirecte de l'entourage par ce qu'on appelle une immunité de groupe et en diminuant la circulation de l'agent pathogène. Il existe deux grands types de vaccins. Les vaccins vivants atténués qui contiennent l'agent infectieux en entier, qui a été modifié afin de perdre leur pouvoir infectieux, mais qui gardent quand même leur capacité à induire une protection chez la personne qui est vaccinée. Il va y avoir une stimulation antigénique continuelle, une production de cellules mémoire. C'est donc avec une excellente réponse immunitaire. C'est proche de l'immunité naturelle. La problématique de ces vaccins vivants atténués, c'est que c'est contre-indiqué chez les personnes qui sont immunodéprimées. Parce que malheureusement, on ne sait jamais trop ce qu'on fait avec les vaccins. Malheureusement, vis-à-vis des patients fragiles immunodéprimés, on sait que la réponse est probablement moins bonne que chez quelqu'un qui n'a pas d'immunodépression. Donc on peut craindre une moins bonne efficacité vaccinale, mais le danger qui fait que l'on contre-indique formellement cette vaccination, c'est qu'on peut mettre le loup dans la bergerie et malheureusement de dépasser les capacités immunitaires de la personne qui va être vaccinée et de donner la maladie. Voilà, donc ils sont contre-indiqués chez les patients sous chimiothérapie et pendant au moins 6 mois après l'arrêt de toute chimiothérapie. Il y a les vaccins inactivés qui ne contiennent pas d'agents infectieux, qui vont prendre des fragments ou qui peuvent avoir l'agent infectieux et complètement inactivé, mort. Donc on a des vaccins à germe entier, voilà, on inocule l'agent infectieux mais qui a été tué, et donc notre système immunitaire va reconnaître l'agent infectieux et créer des anticorps. C'est classiquement les vaccins hépatite A par exemple, ou polio, sont des vaccins qui entraînent souvent des réactions locales un petit peu douloureuses, des réactions de rougeur et de chaleur locale. Soit on prend un fragment de l'agent infectieux, ce qu'on appelle les vaccins sous-unitaires. Donc, soit c'est au niveau des bactéries, la capsule des bactéries qui est composée essentiellement de sucre, ce qu'on appelle le polyoside ou le polysaccharide. Donc, on prend un fragment de cette enveloppe et c'est très peu immunogène malheureusement, puisque on peut entraîner une protection immunitaire qu'à partir de l'âge de 2 ans. Il n'y a pas de mémoire immunitaire. Alors ce vaccin polysaccharidique, on va le conjuguer, c'est-à-dire qu'on va le fixer à une protéine de transport, ça va alourdir le poids moléculaire et ça va permettre d'entraîner une stimulation dépendante des cellules T, thymus. Ça va permettre de générer des anticorps de plus haute affinité, une mémoire immunitaire, il y a un effet rappel et il y a un effet sur le portage, donc il y a une immunité de groupe. On a les vaccins anatoxiniques. Certaines pathologies sécrètent des toxines, donc par des produits tels que le formaldéhyde, on va enlever cette toxicité, donc créer une anatoxine,
qui entraîne une immunogénicité plus faible et qui entraîne là aussi des réactions locales au site d'injection. C'est classiquement le vaccin contre la diphtérie, contre le tétanos. Après, on a la possibilité d'avoir une petite partie d'un virus ou une protéine ou son acide nucléique. Donc on a les vaccins à protéines recombinantes. Par exemple, c'est le principe du vaccin HPV et de l'hépatite B, où on prend un fragment de l'ADN qui contient le gène qui code pour la protéine. On prend un fragment de cet ADN qu'on met dans un bouillon de culture, c'est souvent des levures, et ça va servir d'usine vivante qui va permettre donc la production de cette protéine qui sera ensuite reconnue par le système immunitaire. Et on parle de pseudo-particules virales pour l'HPV. On a les vaccins ARN dont tout le monde a bien entendu parler. L'ARN messager consiste de nanoparticules lipidiques qui contiennent donc de l'ARN messager. Et cet ARN messager contient un fragment de l'information génétique du virus. Et tout le monde a entendu parler de ces fameuses protéines spike qui va être produite et reconnue par le système immunitaire. On a les vaccins chimériques. Alors, le vaccin chimérique que l'on a, quelque part, je n'aurais pas dû le mettre là parce que le seul qui est à disposition pour le moment, c'est le vaccin contre la dengue, Dengvacia. Là, on prend des gènes du micro-organisme contre lesquels on va induire une réponse immunitaire et qui sont insérés dans le génome d'une souche vaccinale déjà efficace et déjà utilisée en routine. Et dans le cas, donc ça c'est le principe général, donc ça peut être n'importe quelle souche vaccinale, mais dans le cas du Dengvacia, donc contre la dengue, c'est la souche vaccinale de la fièvre jaune et qui est donc là aussi un vaccin vivant atténué. Donc ce chimérique qui est mis dans les inactivés, oui, mais en tout cas pas celui qu'on a à disposition actuellement qui est le Dengvacia, qui utilise donc une souche vaccinale avec un vaccin vivant. Et puis on a les vaccins par vecteur, le plus souvent viral ou parfois bactérie, en tout cas le plus souvent viral, qui est un virus inoffensif. Et le but étant de prendre, là c'est pareil, le gène qui va produire une protéine de surface ou une protéine d'ancrage, c'est dans le cas d'exemple d'Ebola que je vous ai mis, que l'on va intégrer dans le gène correspondant dans un virus qui lui est anodin. Donc on a le virus vésiculaire, où on a aussi dans le cadre du deuxième vaccin qui a été créé pour Covid, où on a utilisé avec un adénovirus. Donc les adénovirus sont des virus qui sont qui sont plutôt inoffensifs, donc on sert d'un espèce de cheval de Troie, en fait, tout simplement. Alors l'objectif, c'est de faire de la prévention. On a 10 millions d'infections respiratoires basses en France chaque année, sous forme de bronchite, de pneumonie, d'exacerbation de BPCO. C'est la première cause infectieuse en matière de mortalité. Ça touche plus particulièrement les patients âgés et les patients porteurs de comorbidités. On a de nombreux agents infectieux en cause, la grippe, le SARS-CoV-2, le pneumocoque et le virus respiratoire syncytial. Donc la prévention est la conduite pertinente à tenir. Alors, il faut quand même ne pas oublier de maintenir les autres moyens de prévention et les mesures barrières, que vont être le port du masque en période épidémique, et notamment en présence de sujets à risque, et donc bien évidemment l'amélioration des couvertures vaccinales. Problématique. Alors, il y a quelques petites définitions. Le senior, on parle de senior au-delà de 65 ans, on parle de patients gériatriques au-delà de 75 ans. Quand on regarde la pyramide des âges au 1er janvier 2024, eh bien, on a quand même une population, un pourcentage de population de plus de 65 ans qui va être croissante, une problématique qui va à l'avenir être de plus en plus importante. Donc, selon les projections démographiques de l'INSEE, la part des 65 ans ou plus dans la population devrait significativement augmenter jusqu'en 2050. On passe jusqu'à 26%, voire 30% selon certaines autres données. Donc les plus de 75 ans qui constituaient que moins de 9% de la population en 2007 représenteraient 16% de la population en 2060. La problématique de l'immunosénescence et du risque infectieux. En fait, l'immunosénescence, c'est le vieillissement du système immunitaire. Alors, dès 50 ans, déjà, le thymus, qui sert à nos défenses immunitaires, qui est un producteur de lymphocytes, involue. Donc déjà, malheureusement, dès 50 ans, on a une diminution de nos défenses immunitaires. En tout cas, le vieillissement, l'immunosénescence, c'est un mécanisme complexe qui va conduire à une augmentation de l'incidence de nombreuses maladies et puis surtout à une moins bonne réponse vaccinale probablement. On diminue l'efficacité des réponses innées, donc primaires, et aussi de la réponse adaptative. Donc on a une altération de l'immunité innée, nos petites cellules de défense qui sont au départ, elles sont moins fonctionnelles, on a moins de phagocytose en place, les macrophages marchent moins bien, on a une augmentation de l'activité des cytokines pro-inflammatoires, on peut avoir parfois des états inflammatoires chroniques et une atteinte tissulaire parfois de mécanismes auto-immuns. Et puis on a un épuisement de l'immunité cellulaire par justement cette involution du thymus. Donc on diminue la production de lymphocytes.
et on diminue aussi de façon quantitative et qualitative les lymphocytes B, et donc on perd un phénomène mémoire immunitaire. L'immunosénescence et réponse au vaccin, et ben voilà, il va falloir trouver des petites stratégies pour permettre malgré tout d'aplanir ou d'améliorer les réponses vaccinales et la production d'anticorps. Donc on est obligé d'adapter. Alors qu'est-ce qu'on fait? Soit on administre des doses antigéniques plus élevées. En administrant des doses antigéniques plus élevées, et ben on va activer un plus grand nombre de cellules dendritiques et donc une stimulation accrue des lymphocytes B. C'est le principe du vaccin contre la grippe au-delà de 65 ans qui est 4 fois plus dosé. On a soit l'adjonction d'adjuvants qui entraîne une réaction inflammatoire locale qui favorise le recrutement de l'immunité innée et des cellules dendritiques aussi. On peut utiliser d'autres voies d'administration. On peut parler de la stimulation de l'immunité muqueuse par des vaccins par voie spray. Donc nos collègues suisses utilisent beaucoup le vaccin grippal en spray, mais c'est un vaccin vivant atténué, donc on aura la problématique de ces gens fragiles pour lesquels on ne pourra pas le proposer malgré tout, ou alors en intradermique, qui permet de solliciter un plus grand nombre de cellules dendritiques qui vont donc là aussi favoriser la réponse immunitaire. Et puis ce qu'on a pu constater, c'est que des rappels réguliers tout au long de la vie, avant cet âge qui malheureusement explique l'immunosénescence, quand les gens ont acquis un stock en fait d'anticorps efficaces, il y a une meilleure réponse immunitaire à la vaccination que quand on introduit un nouvel antigène. C'est-à-dire qu'on a été vacciné petit contre le tétanos, si on a été régulièrement vacciné contre le tétanos, même si on est immunodéprimé, âgé, à la dose de rappel, on va quand même avoir une réponse parce qu'on a été confronté longtemps avant avec cet agent pathogène. Par contre, quid des nouveaux agents pathogènes avec les nouvelles vaccinations? Probablement une beaucoup moins bonne réponse immunitaire. Vaccin et cancer, qui dit cancer dit traitement immunosuppresseur, donc on est face à des patients qui sont immunodéprimés, qui ont donc un risque accru d'infections sévères et de complications, une morbimortalité qui est majorée, et donc l'importance de la prévention vaccinale, même si elle n'est pas aussi parfaite. Plus on vaccine, mieux c'est. Alors, il faut aussi trouver une balance entre l'innocuité de ces vaccins, avec la dangerosité donc des vaccins vivants atténués, qui sont contre-indiqués le plus souvent, qui peuvent être contre-indiqués, en sachant qu'une personne âgée n'est pas contre-indiquée aux vaccins vivants atténués. Une personne âgée n'est pas contre-indiquée. C'est la personne immunodéprimée qui sera contre-indiquée aux vaccins vivants atténués. Alors, c'est une balance entre cette innocuité et cette efficacité, donc avec des réponses immunologiques post-vaccinales, quid, protection clinique, on ne sait pas, persistance à long terme de la protection. Ceci nous entraîne l'obligation d'avoir des schémas vaccinaux particuliers. Ça, c'est simplement pour revenir sur la problématique oncologie et risque infectieux, et que la modification de leur immunité est associée donc à une modification de leur réponse à la stimulation immunitaire vaccinale. Donc à chaque molécule antinéoplasique, on a un impact sur l'immunité, qu'elle soit cellulaire, lymphocyte T ou lymphocyte B, et un risque infectieux bien spécifique. Immunosénescence plus immunosuppression, ça fait pas bon ménage, probablement. Il y a environ 50 millions d'adultes, j'ai déjà dit, dont plus de 4 millions avec des comorbidités ou une immunodépression. Pour souvent combinés, ce sera le cas. Donc, les plus de 65 ans et les immunodéprimés, donc, sont les personnes à risque de formes graves et parfois les mauvais répondeurs. Alors, est-ce que c'est une raison pour ne pas les vacciner? On a des recommandations. Et on aura certainement d'autres encore. Vaccination des personnes âgées, vaccination des personnes immunodéprimées aspéniques. On a des recommandations de l'HAS. On a eu un rapport récemment de l'Académie nationale de médecine. Malgré tout ça, on constate qu'il y a une insuffisance de couverture vaccinale vis-à-vis au moins de 4 maladies infectieuses parmi les plus sévères pour cette tranche d'âge, que sont donc la grippe, les pneumococcis, l'infection à SARS-CoV-2 et le zona. Concernant la grippe, on estime qu'on a 2 à 6 millions de cas en France chaque année, avec des complications extra-respiratoires. Quand quelqu'un fait la grippe, on a un risque majoré d'événements cardiovasculaires dans les semaines suivantes. On multiplie par 10 le risque d'infarctus, par 8 le risque d'AVC. On a des risques de décompensation d'insuffisance cardiaque chronique, de décompensation de BPCO, de déséquilibre du diabète chez 75% des patients diabétiques au moment de l'infection. Une perte d'autonomie est possible. L'association avec une immunodépression, 15 à 20% des immunodéprimés présentant une grippe sont hospitalisés. La problématique aussi que l'infection grippale, c'est une chose, c'est un virus, mais la surinfection bactérienne peut conduire au décès. Donc on a la surinfection par les agents pneumocoques et aussi staphylocoques.
Voilà, donc la grippe saisonnière serait responsable en moyenne de 9 000 décès chaque année en France. Et on voit bien que les admissions en réanimation sont à peu près équivoques entre les moins de 65 ans et les plus de 65 ans. Par contre, la mortalité attribuée à la grippe est extrêmement majeure chez les gens de plus de 65 ans. Donc, concernant la couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes à risque âgées de moins de 65 ans et chez les personnes âgées de 65 ans et plus en France, eh bien, après une augmentation lors de la saison 2020-2021 suite à l'émergence du SARS-CoV-2, la couverture antigrippale chez les personnes à risque de forme sévère est en diminution, même si elle reste encore à un niveau supérieur par rapport à la saison précédant la pandémie. Voilà, donc on est à 56,2% chez les gens de plus de 65 ans et que 30% chez les gens à risque, en tout cas de moins de 65 ans. Sachant que l'OMS estime qu'il faudrait un objectif de 75% pour les personnes à risque de forme sévère de couverture vaccinale. Efficacité vaccination, concernant l'efficacité significative de la vaccination antigrippale vis-à-vis de la prévention des décès liés à la grippe, on estime que c'est à peu près 35%. Quel va être le schéma vaccinal chez les gens qui sont sous traitement chimiothérapique? Donc, si cette vaccination est réalisée 6 mois après l'arrêt de la chimiothérapie, une injection annuelle suffira. Si par contre la vaccination va se faire pendant une période de chimiothérapie, puisque la saison grippale c'est la saison grippale, donc on peut être malheureusement sous chimiothérapie à ce moment-là. Donc en période épidémique, on fera 2 doses à 1 mois d'intervalle. Alors quand vacciner? En fonction des intercures, il y a plusieurs avis d'experts. Donc en milieu d'intercure, quand cela est possible, meilleure séroconversion après l'administration de 2 doses de vaccin. Voilà, donc les données disponibles dans la littérature concernant la vaccination des patients recevant une chimiothérapie pour une tumeur solide sont peu nombreuses, malheureusement. Vaccination grippe, donc on a le vaccin tétravalent. Depuis la saison 2018-2019, on a un vaccin quadrivalent avec 2 souches de sous-type A, H1N1 et H3N2, et 2 souches de lignée B, donc Yamagata et Victoria. L'objectif, je vous l'aurais dit, est donc d'une couverture vaccinale pour les plus de 65 ans de 75%, fixé par l'OMS. Et donc, l'apparition maintenant de ce vaccin Fluelda, donc qui est 4 fois plus dosé en hémagglutinine, et permettant donc justement on espère en tout cas une meilleure immunogénicité chez les personnes de plus de 65 ans. Il y a un risque de réactogénicité localement qui a été signalé un petit peu plus importante avec le vaccin Fluelda. On n'a pas réellement de données chez les gens immunodéprimés pour proposer cette vaccination fortement dosée, mais pourquoi pas. En tout cas, il n'y a pas de données recommandant ce vaccin Fluelda chez les gens immunodéprimés. Concernant le pneumocoque. Alors, le pneumocoque, c'est une bactérie, 90 sérotypes capsulaires, et il y en a une trentaine à peu près qui font 90% des cas d'infection invasive à pneumocoque. Ils sont constitués d'une capsule qui en fait toute la dangerosité, en fait, puisque ça protège contre ce qu'on appelle l'opsonisation par le complément et par les anticorps. Donc les personnes à risque, je pense que la plupart des gens connaissent, on a les patients immunodéprimés, aspéniques ou hypospéniques, les déficits immunitaires héréditaires, les patients atteints d'une tumeur solide ou d'hémopathie maligne, les transplantés ou en attente de transplantation, les greffés, puisqu'ils sont en général sous traitement anti-rejet, les greffés de cellules souches hématopoïétiques en particulier, et toute personne immunodéprimée. On y inclut aussi le syndrome néphrotique. Et puis, les patients qui sont non immunodéprimés et à risque de survenue d'infection invasive, tout ça a été regroupé dans les mêmes cibles, donc cardiopathie, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, chronique, asthme, insuffisance rénale, hépatopathie chronique et diabète non équilibré. Donc on voit bien que quand même c'est vaste. Donc, on a 5 comorbidités, 4 immunodépressions. On voit bien qu'on a 2 extrêmes de la vie, donc la petite enfance, de par l'immaturité des systèmes immunitaires, on a un risque d'infection invasive à pneumocoque, en particulier des méningites à pneumocoque, et qu'on retrouve cette problématique à l'autre échelle, en tout cas à l'autre partie de l'existence, donc chez les personnes les plus âgées, de par l'immunosénescence et les comorbidités. Voilà, donc le risque d'infection invasive à pneumocoque, plus on a de comorbidité, plus on augmente le risque. Donc on multiplie par 48 parfois en cas d'immunodépression sévère le risque d'une infection invasive à pneumocoque. Donc le risque augmente avec l'âge et augmente avec le nombre de facteurs de risque. Bien évidemment, on cible beaucoup les hémopathies et les tumeurs solides. Alors on a eu le vaccin conjugué Prevnar 7,
puis qui a été suivi par le Prévenir 13, on le conjugue à une anatoxine tétanique, et puis donc le vaccin polysaccharidique avec 23 valences, ce qu'on appelle le Pneu 23, puis ensuite Pneumovax. Donc on avait avec le Prévenir 13 à peu près 85% à l'époque de protection contre les infections invasives à pneumocoque. On montait à 90 en l'étendant avec le Pneumo 23. Depuis maintenant 2017, les recommandations sont simples, c'est-à-dire que c'est le même schéma qui consiste à faire une injection de Prevnar 13 couplée 2 mois après d'un rappel par un vaccin Pneumo 23 ou un vaccin polysaccharidique à 23 valences. C'est ce schéma qui est proposé. Et pourquoi au-delà de 2 mois? En tout cas, pas avant 2 mois. Alors, au-delà de 2 mois, ça peut être 6 mois après, 1 an après, hein, mais plutôt pas avant, parce qu'on peut craindre un phénomène d'hyporéactivité vaccinale. Malgré tout, une étude qui s'appelle Covarisk, qui essaie d'évaluer la couverture vaccinale des adultes à risque, montrait et continue à montrer que malheureusement, pour les patients immunodéprimés, on est à peine 18-19% de protection vaccinale, et que pour les gens avec des comorbidités, de façon générale, au niveau national, on est en gros à 3%. Donc on est loin, même si en Franche-Comté, on est un petit chouïa mieux. On est loin des objectifs du Haut Conseil de santé publique qui voudrait une couverture vaccinale de plus de 60%. Donc, comme je l'ai dit, depuis 2017, on a un seul schéma pour tous, sauf pour les greffés de cellules souches, mais ça, ce sont des recommandations et des consultations très spécifiques. Hein, on est obligé de reprendre des schémas de primo-vaccination. Et puis donc, tout le monde connaît un petit peu ce schéma de comment rattraper quelqu'un qui a déjà eu un Primo 23, attendre 1 an avant de faire un Prevnar 13, puis 5 ans entre 2 doses. Enfin, c'était assez complexe quand même. Bon, après, je pense que là, tout le monde avait à peu près compris comment faire le schéma. Concernant les patients avec une chimiothérapie, on recommandait, 3 mois après la dernière chimiothérapie, de refaire un schéma classique d'un Prevnar 13 et 2 mois après d'un Pneumovax, et un rappel recommandé à 5 ans. Alors, par analogie avec les autres vaccinations, un schéma de rappel 3 mois après la fin de la chimiothérapie paraissait souhaitable. Alors, on a l'arrivée très très prochaine, alors j'ai mis 2e semestre, mais on a eu l'information très récente que ce serait probablement pour avril-mai, de l'arrivée d'un vaccin conjugué 20 valences. Voilà, donc je vous ai mis le schéma pour voir un petit peu ce que ça regroupe. Alors, tout ça a été estimé, évalué en fonction de ce qui circule et des souches et des valences qui sont impliquées dans les infections invasives à pneumocoque. Donc là, on serait sur du conjugué 20 valences, donc avec probablement une meilleure immunogénicité par rapport au polysaccharidique 23 valences, et un effet probablement d'immunité de groupe aussi qui sera peut-être plus importante. Donc l'AHS a sorti récemment des recommandations en estimant que dorénavant, dès qu'en tout cas il sera à disposition, on pourra laisser de côté le schéma Prevnar 13 puis Pneumo 23 et de mettre en place donc un schéma à une dose de Prevnar 20. Enfin, c'est probablement Prevnar 20, il s'appelait Apexnar avant, il a été retransformé pour Prevnar 20. Alors pour le moment, ce sont essentiellement des données d'immunogénicité. On voit bien qu'il y a une meilleure réponse immunogénicitaire, mais on verra s'il y a une réponse sur les données cliniques. Donc en tout cas, pour le moment, la nécessité d'une revaccination avec une dose ultérieure de VPC20 n'est pas établie à ce jour. Il va falloir attendre de voir un peu comment ça évolue. Donc les vaccins conjugués seront efficaces sur le portage et peuvent donc induire une immunité de groupe en cas de couverture vaccinale élevée. Qu'est-ce qu'on fera après une chimiothérapie? Est-ce qu'on refera un Prevnar 20? Là, pour le moment, il n'y a pas de recommandations qui sont bien éditées. Je parle aussi de l'arrivée très prochaine là, du Vax Novembre. Je crois d'ailleurs que c'est sorti au journal officiel hier, et nous étions donc le 17 avril. Du Vaxneuvance, donc qui est un vaccin conjugué 15 valences, alors qui risque de remplacer le Prevnar 13 dans le schéma de vaccination chez les tout-petits, qui éventuellement permettrait, en tout cas chez l'adulte, de disposer d'un autre fabricant en cas de pénurie avec le premier. Pour les gens qui seraient de plus de 65 ans ou les gens de 19 à 65 ans qui ont un déficit immunitaire, chez qui on aura mis éventuellement un Prevnar 15 à la place d'un Prevnar 20, puisque
imaginons qu'il y ait rupture de stock du Prevnar 20. Donc éventuellement là, par contre, quand le Prevnar 15 sera utilisé, il est recommandé de faire, probablement 2 mois après, une dose de vaccin polysaccharidique, pneumocoque, 23 valences. Donc soit c'est un Prevnar 20 seul, soit si jamais on a fait le choix, ou on n'a pas eu le choix, mais donc on a fait un Prevnar, enfin je vais y arriver, un vaccin conjugué 15 valences, on y ajoutera le vaccin polysaccharidique 23 valences. On parle du zona. En 2022, les taux d'incidence annuels les plus hauts sont observés à partir de 50 ans, avec plus de 500 cas pour 100 000 habitants, à partir de 60 ans. Bref, c'est une pathologie qui est en augmentation, en lien avec le nombre de personnes âgées qui augmente aussi. Donc on a plus de personnes âgées et de plus de personnes très âgées. Donc plus de 2 tiers des cas surviennent après 45 ans, 50 ans, et 50% des plus de 80 ans feront un zona. Donc plus on est âgé, plus on a le risque d'être hospitalisé, plus on est âgé, plus on a des co-prescriptions antidouleurs qui peuvent avoir aussi des problématiques de iatrogénie. Donc voilà, donc on voit bien que la majorité des cas étaient des femmes, et environ presque 6% des cas survenaient dans un contexte d'immunodépression. On voit bien là aussi, quand on regarde le petit graphique à droite, que concernant la proportion des patients immunodéprimés parmi les hospitalisations et la létalité, 27% concernaient les patients immunodéprimés et en particulier des personnes très âgées. Alors là encore, l'arrivée d'un nouveau vaccin. Alors d'un nouveau vaccin, c'est pas tellement un nouveau vaccin, puisque ça fait depuis 2018 que c'est un vaccin qui est autorisé en Europe et qu'on attendait désespérément son arrivée sur le territoire français. Il y a quand même l'AMM depuis 2020 chez les sujets de plus de 18 ans immunodéprimés, donc il est disponible pas mal de nos voisins européens. Ce qui est pas mal parce que c'est pas un vaccin vivant atténué, alors que celui qu'on avait à disposition jusqu'à maintenant et qui a pas été entre guillemets fortement proposé, utilisé, c'était le Zostavax. Zostavax, c'est un vaccin vivant atténué, c'est la même souche que le vaccin antivaricelle, mais 14 fois plus dosé, avec une AMM chez le sujet de plus de 50 ans. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, un vaccin vivant atténué, normalement, c'est censé donner, je vous l'ai dit juste avant au début du topo, une immunité efficace, proche de l'immunité naturelle et durable. Mais malheureusement, celui-ci n'a pas été d'une grande efficacité, et plus on vieillit, moins il est efficace. Et malheureusement, c'est plus on vieillit, plus on a le risque d'avoir un zona, et moins on est protégé par cette vaccination. Donc très peu de personnes ont bénéficié de cette vaccination, et il est contre-indiqué chez les immunodéprimés. Donc là, on espère bien que ce vaccin sous-unitaire constitué d'une glycoprotéine E recombinante et avec un adjuvant permettra là aussi d'améliorer la couverture vaccinale. Alors, l'AHS a estimé que la vaccination contre le zona des adultes immunocompétents de 65 ans et plus devait se faire donc préférentiellement avec le vaccin Shingrix. On voit bien qu'alors là c'est pareil, ce sont des données d'immunogénicité, on a un taux d'anticorps après 5 à 10 ans qui se maintient, donc dans la durée, et ce qui n'était pas le cas non plus avec le Zostavax. On a davantage d'événements indésirables, en tout cas localement, que par rapport avec le vaccin Zostavax, probablement du fait de la présence de l'adjuvant. Quelle est la durée de la protection? On n'a encore pas trop de données là-dessus. Donc il est recommandé donc chez les adultes immunocompétents de 65 ans et plus, et chez les personnes fragiles immunodéprimées dès 18 ans. Ce sont 2 doses séparées de 2 mois. Alors, il y a eu des notions de syndrome de Guillain-Barré chez les sujets de plus de 65 ans. Il y a eu 3 cas supplémentaires par million de doses, donc c'est encore un petit peu tôt pour estimer qu'il y a vraiment un lien de cause à effet. Concernant le SARS-CoV-2, il y a de nombreux variants qui circulent. On circule en France. Il y a de nouveaux variants qui sont porteurs de mutations et qui sont régulièrement identifiés. Actuellement, mars-avril, circule quasiment que le variant JN.1. On est à 86%, peut-être pas être loin des 90%. Donc là, je vous ai simplement mis qu'on classait les variants en fonction des soulignages du variant Omicron, avec des variants préoccupants, des variants à suivre et des variants en cours d'investigation. Donc on n'a pas spécialement de variants préoccupants, mais en tout cas on a ce variant JN1 qui est majoritaire en France depuis fin novembre et qui est le plus détecté à l'échelle mondiale.
Alors, il y aurait un meilleur échappement immunitaire, par contre une moindre transmissibilité. Alors, il n'y a eu aucun signal préoccupant en termes de sévérité. Est-ce que la vaccination restera-t-elle efficace contre le variant JN.1? En tout cas, la campagne de rappel vaccinal contre le Covid utilise des vaccins adaptés à la souche originale qui est XBB.1.5, qui correspond quand même, hein, quand on regarde le petit tableau à côté, à la souche, à une branche parallèle de la souche originale. Donc, pour le moment, les recommandations sont de proposer ce rappel vaccinal adapté à cette souche XBB.1.5 qui améliore la neutralisation des variants, y compris le JN.1. En fait, il est sorti récemment une recommandation de vacciner et de refaire une campagne de vaccination. On va voir la diapo juste après, des gens au printemps, là, des gens âgés et fragiles. En fait, on voit que malheureusement, il y a un épuisement d'efficacité vaccinale assez rapidement. Comme on est face à un variant qui a probablement un échappement immunitaire, et ben, plus il y aura d'anticorps, plus il y aura de chances d'être efficace. Donc c'est pour ça que on propose chez les gens les plus fragiles, les plus âgés, de maintenir une vaccination à 3 mois parce que ça va stimuler le système immunitaire et donc ça va stimuler le taux d'anticorps. Et plus il y aura de taux d'anticorps, plus il y aura d'efficacité protectrice. Donc, par contre, en décembre 2023, la couverture vaccinale était encore très modeste. Je vous laisse voir les chiffres, hein, puisqu'on atteignait un quart à peu près des gens qui devaient être normalement soumis à cette vaccination qui n'étaient pas vaccinés. Donc, il y a eu un DGS urgent là récemment, en février, qui indiquait donc un renouvellement vaccinal Covid des plus fragiles au printemps 2024. Voilà, donc pas de délai à respecter après la dernière vaccination vaccinale. Normalement, c'est 6 mois minimum, hein, qu'on recommande, ou 6 mois après une infection. Et là, c'est réduit à 3 mois si les personnes sont immunodéprimées, ont plus de 80 ans et résident dans une EHPAD, et ça, quel que soit l'âge. Ce sera peut-être difficile à faire valider, bien évidemment, parce que je pense qu'il peut y avoir de lassitude dans la population, mais voilà. Alors, je vais parler un petit coup du VRS, même si pour le moment il n'y a pas de recommandation, mais en tout cas, en tout cas, pas de recommandation, si ça va commencer, mais on espère à l'automne prochain. On a vu lors de l'hiver dernier que on avait quand même des infections VRS qui touchaient en général le petit, ça c'est connu, tout le monde connaît la bronchiolite, mais on a aussi eu des cas chez les personnes âgées de plus de 60 ans. Donc, d'ailleurs, quand on faisait des prélèvements à la recherche des virus hivernaux, on faisait la recherche PCR à la fois grippe, Covid et VRS. Donc, il y a des vaccins, 2 vaccins en une AMM européenne, un troisième est déposé en attente, c'est un vaccin ARN. Ce sont des vaccins sous-unitaires. Donc, on a l'Arexvy et l'Abrysvo. Concernant l'Arexvy, donc il a été accordé par l'Agence européenne des médicaments en juin 2023. C'est le premier vaccin contre le VRS chez les patients de plus de 60 ans. Pour le moment, c'est non recommandé dans le calendrier vaccinal français, non remboursé, non agréé aux collectivités, donc on va attendre un peu. Et puis l'Abrysvo, qui est le premier vaccin anti-VRS administré à la mère pendant la grossesse, hein, qui permet d'avoir une immunisation passive du fœtus et du nouveau-né par transfert placentaire, avec un avis favorable en juillet 2023 de l'Agence européenne des médicaments, indiqué aussi pour les sujets de plus de 60 ans. Donc on attend de voir un peu le calendrier prévisionnel et de voir éventuellement si des recommandations VRS de vaccination vont arriver à l'automne prochain. Je voulais juste faire un point sur le méningocoque. Il n'y a absolument aucune recommandation chez les patients ciblés sur cette présentation, qui étaient donc les patients donc aux gériatries, mais j'en parle quand même parce que malheureusement, on a une recrudescence des infections invasives à méningocoque. Après une accalmie pendant la période Covid, avec les mesures barrières qui ont permis de limiter la diffusion de cette bactérie, on voit bien qu'il y a une recrudescence, alors qui touche plutôt les populations jeunes. Mais malheureusement, on constate que chez les personnes les plus âgées aussi, on a un boom de cas d'infection, en particulier Y et W. Donc on va se poser peut-être un jour la question, mais on n'en est encore pas là, de la vaccination par un méningocoque tétravalent, comme c'est d'ailleurs recommandé chez les adolescents depuis peu. Et concernant la coqueluche, alors là c'est pareil, on a notre schéma vaccinal qui propose une vaccination coqueluche et en particulier le fameux cocooning à bébé à venir. Donc on fait ça dans la petite enfance, on fait ça à 25 ans
Et puis après, on recommande plus, sauf si il y a une mesure de cocooning à bébé à venir. Alors aux États-Unis, il y a un petit rush d'infection à coqueluche depuis déjà un petit moment, chez les plus de 50 ans. Euh, donc il y a des fois des épidémies de coqueluche dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées. On peut se poser la question, de se dire, on sait très bien que malheureusement, en plus, la valence coqueluche entraîne une protection d'une dizaine d'années, pas plus, de même que l'infection d'ailleurs coqueluche. Donc je toujours un peu de mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas tout simplement le tétravalent aussi à 45 et à 65 ans. Mais ça, c'est pour le moment pas encore d'actualité. Donc en conclusion, on regarde le calendrier vaccinal, on essaye de mettre à jour ces gens fragiles ou déprimés au plus près du calendrier vaccinal. On insiste sur l'intérêt d'une vaccination grippe et pneumocoque. Et puis peut-être que justement une dose permettra à l'avenir d'avoir une meilleure couverture vaccinale. L'arrivée du Shingrix, non vaccin vivant atténué, permettra là aussi peut-être d'augmenter la couverture vaccinale de ces patients fragiles. Et puis les recommandations de faire un vaccin SARS-CoV-2 renouvelé à 3 mois. Donc il va falloir aussi vérifier et assurer la mise à jour des vaccins pour l'entourage proche du patient, famille, soignants, aidants. Et bien évidemment, lors des périodes épidémiques, de mettre en place les mesures barrières que tout le monde connaît. Voilà, j'en ai fini. Bonne fin de journée. Au revoir.